en 4 heures, honnêtement, là, j'ai fait ce qu'un humain aurait besoin en termes de temps, ça aurait été 6 mois. Et je ne suis pas encore convaincu non plus que Claude va gagner la course. Je pense que d'autres joueurs qui ont encore énormément de choses à dire ici, mais soyons très, très clairs. Ce qu'ils ont lancé avec Cowork, c'est de loin la plus grande innovation en intelligence artificielle qu'on a été capable de voir dans les 6 derniers mois au niveau de tous les lancements. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. On s'excuse pour le petit arrêt de la semaine dernière, mais je vous confirme, on est de retour. Jonathan est de retour. Antoine est de retour. Et on vous parle aujourd'hui, bien entendu, de votre sujet préféré, l'intelligence artificielle. La course pour la position numéro 1, Jonathan, pendant un bon bout de temps, on se disait OpenAI, Google. On avait Anthropic peut-être en 4e position. Mais définitivement, l'année 2025 aura été exceptionnelle pour Anthropic et le lancement de l'année 2026 l'est encore plus. Juste pour essayer de donner un peu de contexte pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. En 2023, Anthropic avait 100 millions de revenus. En 2024, ils ont atteint 1 milliard de revenus à la fin 2024. À la fin 2025, ils ont atteint 10 milliards de revenus. Donc, on voit une certaine tendance de x10, x10. Et déjà, au début d'année, j'entendais le fondateur de l'entreprise, qui d'ailleurs, un point intéressant, est un ancien de OpenAI, mentionnait qu'ils ont déjà été capables d'aller accumuler d'autres milliards de dollars à leur chiffre d'affaires. Donc, il y a déjà une croissance, encore une fois, qui est assez soutenue. Leur dernier levée de fonds a été fait via une valorisation à 380 milliards de dollars, si ma mémoire est bonne. On parle d'une entrée en bourse cette année, en 2026. Est-ce que ce sera cette année? Est-ce que ce sera en début 2027? À voir, parce que, bien entendu, il faut trouver le bon moment à l'intérieur du marché. Et je pense de manière encore plus exceptionnelle, et je vais te donner la parole ici, Jonathan, c'est l'utilisation qu'on peut faire de leurs différents outils. Le chat de Claude, bien entendu, comme on le connaît depuis un bout de temps, mais surtout, et je pense que c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, les 2 outils assez exceptionnels, Claude Cowork et Claude Code. Je sais que tu l'utilises depuis quelques semaines maintenant. Même chose également de notre côté. Et Jonathan, dis-nous en plus, comment tu trouvais l'utilisation d'Anthropic ici? Bien, avant de rentrer dans le sujet, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire au niveau des revenus entre OpenAI et Anthropic. Un graphique qu'on présente dans notre Challenge IA cette semaine qui montre à quel point Anthropic est en train d'accélérer dans la capture de dollars dans le marché entreprise et même les personnels qui veulent s'amplifier par l'IA. Et on voit qu'OpenAI est en train de stagner. Et tout ça, honnêtement, c'est exactement comme tu dis, 2 outils que que Anthropic a sorti dans les dernières semaines / mois, Claude Code et Cowork. Et là, Antoine, je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que la semaine passée, j'étais en vacances dans l'Ouest, faire du ski. Et il y a plusieurs journées qu'on a eu la pluie. Et là, ça fait des semaines que je veux vraiment mettre la main sur ces outils-là, Cowork et Claude. J'avais eu quelques expériences dans les dernières semaines avec Claude Code et je suis littéralement tombé dans le plat de bonbons comme un enfant. Ça l'a fait aucun sens, la quantité de temps que j'ai passé là-dessus. Et mes amis me trouvaient fatiguant. C'était un voyage en ski entre gars. Et à un moment donné, ils disent, mon Dieu, lâche ton ordi. Là. Mais j'ai dit, mon Dieu, ça n'a aucun sens. Aucun sens que je suis en train de vivre devant l'écran à tester ces outils-là. Et là, je veux aujourd'hui expliquer un petit peu c'est quoi pour démocratiser, parce que vous allez probablement entendre parler de Claude Cowork et de Claude Code. Et je vais essayer de vous amener ça le plus humainement possible, le plus simple. Quand vous faites affaire avec Anthropic, OpenAI, Google, il y a un cerveau numérique derrière ça. Et ce cerveau numérique-là se retrouve dans différents outils. Un des outils que les grands de ce monde nous ont donné à notre portée, c'est le chat. ChatGPT, Claude.ai, qui est un chat qui fait affaire avec le cerveau numérique en arrière de tout ça. Et là, Anthropic, dans les 6 derniers mois, ont mis beaucoup d'efforts à développer un nouvel outil qui s'appelle Claude Code, qui est propulsé par ce fameux cerveau numérique-là que Claude a, pour aider les développeurs à développer plus de lignes de code plus rapidement et faire leurs tâches plus efficacement. Ça a été vraiment leur focus. C'est une des raisons pourquoi on n'a pas beaucoup entendu parler de eux. Et depuis quelques semaines, depuis le mois de décembre, il y a des grands de ce monde qui sont très forts en développement logiciel et en développement de lignes de code qui disent, mon Dieu, il y a eu vraiment un point d'inflexion en décembre où ce que l'intelligence artificielle écrivait 20 des lignes de code, l'humain 80 et là, il y a eu vraiment un point d'inflexion qu'on inverse. Que l'IA va écrire 80 des lignes de code et l'humain va corriger, va ajouter un petit peu de guidance à travers tout ça. Et là, c'est pas n'importe qui parle. Là. C'est des grands de ce monde à la Andrew Karpathy, qui est un des premiers qui était chez OpenAI, qui est devenu par la suite un des chefs de l'IA chez Tesla et qui continuellement teste des choses et amène des choses au marché de la manière hallucinante. Et allez voir des entrevues qu'il a fait dans les dernières semaines, il amène ce discours-là. Donc, Anthropic
a mis au monde un outil pour accélérer le développement logiciel et aujourd'hui même, Anthropic utilise Cloud Code pour améliorer le chat, pour améliorer Cowork, pour améliorer Cloud Code. Donc, c'est rendu l'IA qui aide à améliorer l'IA, ce qui est assez impressionnant. Et là, on tombe dans une courbe exponentielle. Maintenant, pour le commun des mortels qui ne sont pas des développeurs, et pour dans un enjeu plutôt d'affaires professionnelles dans son entreprise, Cloud Code, c'est difficile à prendre en main. Il faut connaître les fondements de base du développement logiciel. Ça peut devenir complexe. On peut faire des erreurs qui peuvent coûter très cher en sécurité et en maintenabilité à travers le temps. Donc, je ne recommande pas à tout le monde d'aller sur Cloud Code. C'est beaucoup d'heures d'apprentissage pour connaître les mécanismes de base que les développeurs connaissent. Et c'est là qu'entre en jeu Cowork, qui est un peu un hybride entre le chat et Cloud Code. Je vous fais une analogie. Le chat, quand vous voulez faire quelque chose sur votre ordinateur puis que vous êtes bloqué, c'est comme si vous preniez le téléphone puis vous appelez quelqu'un pour dire Hey, je suis bloqué. Il va vous donner de l'info, mais il n'a pas accès par le téléphone à contrôler votre ordinateur. Par exemple, si vous voulez travailler dans un fichier Word, il faut que vous preniez le fichier Word, vous le mettiez dans le chat, il va le travailler, il va vous le renvoyer. Mais à chaque fois, dès que vous voulez faire une modification, il faut que vous repreniez votre fichier Word, vous le renvoyez dans le chat. Et là, ça donne toujours un jeu du chat et de la souris, de renvoyer le fichier, de le ramener. Et donc, il n'y a pas une flexibilité pour dire Hey, l'intelligence artificielle, pourrais-tu travailler en même temps que moi dans le fichier? Donc, ça, c'est une des limitations que le chat apporte. Cowork, une des choses qu'il débloque, c'est qu'il donne accès à l'intelligence artificielle à un dossier que vous lui permettez sur votre poste de travail. Et là, ça l'ouvre honnêtement un monde de possibilités absolument incroyable. Donc, un exemple, comme je mentionnais, si vous voulez travailler dans un document Word, vous pouvez dire à Claude Cowork qu'il crée le document Word, vous pouvez l'ouvrir, le modifier et lui peut continuer à le modifier de son côté aussi en parallèle sans que vous ayez besoin de le renvoyer à chaque fois. Ça permet également de demander à Cowork de produire des sites web. Par exemple, si vous voulez faire une étude de marché sur votre compétition, au lieu d'avoir ça dans un format texte ou dans un format Word qui est difficile à naviguer, vous pouvez lui dire fais-moi un site web qui va être juste disponible sur mon ordinateur avec des graphiques, avec des résumés exécutifs, avec des options que je peux cliquer plus loin et aller plus loin dans le site web. Donc, ça ouvre un monde de possibilités de comment on peut consommer l'information que l'IA nous envoie. Et en plus de ça, Anthropic a amené un concept qu'on appelle les skills. C'est quoi un skills? Eh bien, toutes les fois qu'on parlait avec ChatGPT, qu'on se fâchait, qu'il ne suivait pas nos instructions, donc des choses qu'on voudrait qu'il répète de manière assez linéaire à travers le temps ou qu'il adopte un certain comportement ou une certaine capacité, eh bien, c'est ça un skills, dans le fond. C'est un petit fichier texte qu'on donne des instructions à l'IA. Il va aller se référer à ce fichier texte-là pour faire une certaine procédure. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous travaillez avec Claude Cowork et il vous retourne l'information qui est trop complexe à comprendre, eh bien là, vous allez lui demander, gars, envoie-moi pas ça en format texte ou en PDF ou en Word, fais-moi un site web. Quelques secondes plus tard, il vous fait un site web. Mais le site web, il va quand même être beau. Mais il ne sera pas wow à un point comme si c'était un professionnel qui l'avait fait. Donc, il y a moyen de demander à Claude Cowork, va chercher un skills pour rendre les sites web vraiment à un niveau comme si un expert en visuel de site web aurait travaillé une journée dessus. Il va développer un petit fichier texte ou aller télécharger un fichier texte en ligne qui va donner un peu la mentalité d'un expert pour créer un site web incroyable. Et là, à chaque fois que vous allez lui demander, fais-moi un site web, il va aller chercher ce skills-là, il va l'appliquer. Et là, ce que ça fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on travaille avec Cowork, c'est comme si on avait accès à des petits agents qui sont ultra spécialisés, qu'on va recueillir à travers le temps ou qu'on crée à travers le temps pour améliorer l'efficacité derrière tout ça. Et là, honnêtement, Antoine, quand je suis revenu en avion, j'avais 4 heures d'avion à faire. J'ai travaillé sur 8 projets en parallèle dans l'avion parce que ce qui est le fun avec Cowork, c'est qu'on peut lui demander quelque chose, il travaille, il fait quelque chose, puis pendant ce temps-là, on peut demander à Cowork de travailler sur un autre projet. Et là, il nous revient quelques minutes après avec ce qui est souvent le travail de quelqu'un qui aurait pris une demi-journée, une journée à faire. Donc, il y a des interactions qu'on fait, donc on peut rouler en parallèle plusieurs projets. En 4 heures, honnêtement, là, j'ai fait ce qu'un humain aurait besoin en termes de temps, ça aurait été 6 mois. Littéralement 6 mois de ce qu'un humain aurait fait sur ces 8 projets-là en parallèle en 4 heures. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est que ça ouvre vraiment un monde de possibilités entre les limitations du chat et Cloud Code qui est trop compliqué. Donc, le chat, il n'y a pas accès à contrôler votre ordinateur. Cloud Code, il faut être bon en développement puis comprendre les fondements parce qu'on peut faire des erreurs très coûteuses. Et Cloud Code fait un peu un hybride. Il y a certaines limitations encore là-dessus, mais crée un hybride entre les deux qui permet vraiment d'automatiser certaines choses dans son quotidien ou dans son personnel ou professionnel.
Et ils ont vraiment trouvé moyen de bien le faire. Il y a encore des lacunes, il y a encore des lenteurs, il y a des choses au niveau sécurité qui sont super importantes à comprendre parce qu'on peut créer des grosses failles de sécurité dans son environnement professionnel. Mais il se passe quelque chose et il y a un item de plus qu'ils ont apporté qui est vraiment game changer. C'est le connecteur avec le navigateur Chrome. Donc, beaucoup de fois dans ChatGPT, on lui demande de faire quelque chose et il dit: Je ne suis pas capable d'aller voir la page comme toi, humain, tu le vois. Je suis capable d'aller voir juste le code et je suis bloqué. Il y a moyen d'ouvrir un connecteur où ce qui va ouvrir devant vous Chrome et naviguer dans Chrome comme si c'était vous. Il va faire des captures d'écran, l'analyser, cliquer pour vous, pour aller à la prochaine étape. Ça l'amène son lot de questionnements et d'enjeux au niveau sécurité, mais ça l'ouvre beaucoup, beaucoup de portes à automatiser certaines actions qu'on ne pouvait pas faire avec le chat ou qui étaient trop complexes cognitivement à faire avec Cloud Code. On se trouve vraiment dans un hybride intéressant où ce que on peut, au day-to-day, jouer avec ça. Fait que je ne sais pas si Antoine, de ton côté, tu as essayé Cowork jusqu'à date. J'en avais Ben entendu oui. beaucoup parler et là, je suis tombé dans le plat de bonbons carrément dans les dernières journées. Et juste pour être certain, tu l'as téléchargé sur ton bureau, sur ton desktop? Absolument, c'est ce qu'il faut faire. Si vous voulez vraiment Ouais. utiliser Cowork, il faut absolument l'installer sur son ordinateur pour lui donner accès Ouais. à des fichiers. Il va également se créer une console virtuelle, des machines virtuelles, ce qui donne un paquet de fonctionnalités de plus. Mais vous ne pouvez pas vous connecter sur Cloud.ai et utiliser Cowork ou Cloud Code. Il faut l'installer sur votre poste de travail. Et là, faites attention, je mets un énorme bémol au niveau sécurité. Il y a beaucoup de choses à faire attention. Donc, j'imagine toi aussi, sans équivoque, tu l'as installé sur ton poste et tu as joué avec, Antoine? Ben absolument. Je pense que ça, c'est un des points vraiment qui est important de garder en tête. C'est la grosse distinction au niveau de l'expérience, qu'on pourrait dire ainsi, comparativement à ce qu'on a été capable de vivre dans le passé au niveau de ChatGPT, par exemple. Un point qui est intéressant au niveau business avec Claude, c'est que depuis le départ, c'était un petit peu le joueur préféré des programmeurs. C'est lui qu'on allait utiliser quand on allait faire du développement d'applications SaaS. C'est souvent avec Claude qu'on allait bâtir nos outils IA à l'intérieur de nos différents logiciels. Et là, tu vois, et là, c'est là que ça commence à faire énormément de sens si tu prends un pas de recul. Rappelle-toi, il y a à peu près 2 mois de ça, ou 1 mois environ, il y a eu les publicités au Super Bowl de Claude qui attaquaient directement OpenAI. Et à ce moment-là, beaucoup de gens se posaient des questions. Mais pourquoi Claude fait des publicités au Super Bowl? C'est littéralement pour aller sur un marché grand public. Claude a été quand même dans sa petite niche depuis le départ. Il reste sur le marché entreprise. Il reste avec des programmeurs. Pourquoi il s'attaque au grand public? Bien, comme de fait, on peut voir que stratégiquement, tout ça fait énormément de sens maintenant parce que c'est une application qui n'est pas simplement utilisée par des programmeurs comme on pouvait peut-être le voir il y a 1 an de cela maintenant, mais par n'importe qui dans le domaine du savoir qui veut simplement faire des tâches plus rapidement. Donc, par extension, il s'adresse à un marché qui est de plus en plus gros. Donc, je trouve ça intéressant de prendre un pas de recul puis de se rendre compte que les publicités qu'ils avaient mis de l'avant ont généré un maximum de visibilité sur un produit qui, ultimement, a été, à mon avis, peut-être que Claude Cowork était déjà lancé à ce moment-là. Il faudrait que je regarde le Oui. timeline spécifique, mais ça devait être tout récent que ces nouveaux outils-là aient été mis en place, mais ça a pris de l'effervescence depuis. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très intéressant. Le volet skills maintenant, ça, c'est excessivement intéressant aussi parce que ce que vous pouvez faire dans un contexte d'organisation, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus avancé, un petit peu plus curieux au niveau de l'intelligence artificielle, on pourrait le dire ainsi, et qui est capable d'entourer, on pourrait appeler ça un peu des goulots d'étranglement dans l'organisation. Donc, du temps perdu sur du reporting inutile, du temps perdu sur de la création de présentations qui prenait peut-être un petit peu trop de temps. Là, on peut littéralement venir bâtir le skill qu'on pourrait donner une image que c'est comme une micro-app qu'on est capable de venir mettre littéralement à l'intérieur même de notre bureau, qui est capable de travailler tout de même tout seul et qui va aller faire l'automatisation que vous lui demandez de faire. Donc, au lieu, et ça, je trouve ça intéressant, au lieu de demander à un collègue de créer qui ne connaît pas nécessairement et qui n'est pas autant intéressé à utiliser l'intelligence artificielle par lui-même, tu peux aller voir ta personne qui est un petit peu plus avancée dans le processus, lui demander d'aller reconstruire cette automatisation entre parenthèses, prendre le skill, le partager avec un autre collègue, lui montrer bien entendu comment ça fonctionne et c'est terminé. Et là, tu peux enchaîner et répliquer ça à l'intérieur même de ton organisation. Ce qui est vraiment, vraiment fantastique ici parce qu'avant, on n'était pas capable de partager autant rapidement des automatisations qui étaient faites dans une entreprise. Et là, ultimement, tu peux créer vraiment un effet d'émulation dans l'entreprise parce qu'une automatisation peut en amener un autre. Et là, cette automatisation-là, si elle est partagée à l'intérieur même de l'entreprise, bon, voyez un petit peu où est-ce que je peux en venir. Donc ça, je trouve ça très, très intelligent de leur part, cette création de skills, parce que c'est pas tellement compliqué à créer un. Soyons honnêtes, c'est pas tellement compliqué à en créer un. Ça peut aller très, très vite. Donc vraiment, je pense que Claude est en train de prendre une longueur d'avance exceptionnelle. Claude est, et on le répète un petit peu, ce que GPT-5 aurait dû être il y a environ 6 mois de cela maintenant. Je pense qu'on va peut-être regarder tout ça
dans quelques années, de se rendre compte que ça a peut-être été le début de la fin, entre parenthèses, ici, pour ChatGPT quand ils ont sorti GPT-5. Pas parce que ChatGPT ou que OpenAI va mourir à proprement dit, mais je pense que c'est une question de temps avant qu'ils perdent leur position de tête dans cette course à l'intelligence artificielle. Et je ne suis pas encore convaincu non plus que Claude va gagner la course. Je pense que Google a encore énormément de choses à dire ici. Je pense que d'autres joueurs qui ont encore énormément de choses à dire ici. Mais soyons très, très clairs, ce qu'ils ont lancé avec Cowork, c'est de loin la plus grande innovation en intelligence artificielle qu'on a été capable de voir dans les 6 derniers mois au niveau de tous les lancements. Parce que au-delà de la qualité du modèle, c'est son utilisation ici qui fait toute la différence. Et c'est ce que les autres n'ont pas été capables de faire. Les autres, continuellement, étaient dans une optique d'amélioration de la qualité de réponse au niveau du chat. Si on rentre dans un contexte général de l'utilisation de l'IA, là, ici, littéralement, tu te crées, on pourrait le dire entre parenthèses, littéralement un adjoint administratif virtuel là, qui peut travailler pour toi et qui peut travailler très rapidement pour toi. Et j'aime tellement ce que tu dis, Antoine, là-dessus. Tout le monde se battait pour que le cerveau numérique soit meilleur, mais le vrai cheval de bataille, c'est comment on l'intègre dans notre quotidien. C'est ce que Anthropic teste et fait avec Cowork et Cloud Code, avec les skills aussi. Ils ont, oui, un excellent cerveau numérique, probablement un des meilleurs qui est disponible aujourd'hui, mais c'est comment on l'intègre dans notre quotidien. Je pense qu'ils ont réussi à ouvrir ça. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est que OpenAI sont sortis publiquement dans les dernières semaines pour dire qu'ils travaillent sur une super app, donc une application qui va avoir, entre autres, Cowork, un équivalent de Cowork là-dedans, Codex aussi. Donc, ils vont probablement arriver avec quelque chose. C'est une des raisons pourquoi ils ont été chercher la personne de OpenClaw, qui est un agent virtuel numérique qui est complètement incroyable. Et là, il y a Anthropic qui ont bougé. Ils ont amené la fonction, 2 grandes fonctions qu'ils ont lancées dans les 2 dernières semaines qui me jettent complètement par terre, comme OpenAI savait si bien le faire avant l'été passé. La première, c'est la fonction dispatch. C'est quoi en français? C'est que si on roule Cloud Cowork sur son poste, on peut, à partir de son téléphone, interroger son ordinateur pour qu'il fasse une tâche comme si on était devant son ordi. Donc, on peut faire rouler les différents processus de cowork à distance. On n'a plus besoin d'être assis devant son ordi. Donc, on pourrait laisser l'ordi ouvert. Je peux m'en aller ce midi et me dire mon Dieu, j'ai oublié d'envoyer un email à quelqu'un. Peux-tu aller chercher ses coordonnées, ses contacts, lui envoyer un email avec tel mot, telle information? Eh bien, il va envoyer l'information à mon ordinateur. L'ordinateur va prendre action. Il va envoyer ce courriel-là. Et si je lui ai donné le skills de faire attention, de confirmer avec moi avant d'envoyer quelque chose, il va me demander la confirmation. Voici le message, me permets-tu de le faire? Donc, c'était la prémisse d'OpenClaw. Donc, ils ont copié un peu la fonctionnalité d'OpenClaw. Et hier, je ne sais pas si tu as vu, Antoine, mais Anthropic a lancé un plugin pour Cowork pour contrôler pas juste le navigateur, mais l'entièreté de l'ordinateur. Ouch! Ouch! Sur 2 volets. Ouch sur le monde de possibilités que ça l'ouvre et le monde de possibilités de failles de sécurité que ça l'ouvre aussi. Bon. Et parlons-en ici. Je pense que tu as un bon niveau d'expérience ici parce que tu travailles sur beaucoup de projets logiciels, sur beaucoup de clients. Essaye d'énumérer et d'expliquer un petit peu à notre audience les choses à considérer avant de se lancer à 100% dans l'utilisation de Cloud Cowork, les indispensables à avoir en place. La première des choses que je vous recommande, c'est d'avoir un skill par rapport à la sécurité. Moi, j'en ai fait un ici pour OpenMind qu'on est en train de déployer un petit peu partout. Lui expliquer qui on est et d'être le plus prudent possible. Et si on fait un comportement qui semble être dangereux, d'éduquer la personne et de même bloquer certains comportements. Puis je vais vous donner un exemple très concret là, que les gens tombent tous dans le panneau. Un des grands avantages de Cowork, c'est d'être capable de contrôler le navigateur. Donc, d'ouvrir un Chrome de ce monde, d'aller sur un site, prendre des actions comme si c'était l'humain. L'enjeu qu'on avait avant, c'est qu'il fallait donner nos accès à l'IA. Donc, ça devient dangereux de dire à l'IA, va dans mes courriels, je lui donne mon mot de passe, mon ordinateur, ça pourrait se ramasser en quelque part qu'on ne voudrait pas. Le fait qu'il ouvre le navigateur sur notre ordinateur, nous, on peut rentrer le mot de passe sans qu'il s'en rende compte ou sans qu'il prenne cette information-là, mais on lui donne accès au site. Maintenant, enjeu numéro 1, souvent les gens sont dans Chrome, donc ils donnent accès à Chrome. Le problème qui arrive, c'est que si l'IA déraille, il y a accès à tout ce que vous êtes connecté dans Chrome. Donc, dans Chrome égale, souvent, vous avez un profil Gmail. Et dans votre Gmail, souvent, vous avez des données confidentielles. Dans votre calendrier de Gmail, vous avez des coordonnées confidentielles. Donc, en donnant accès à Cowork à Chrome, vous venez de lui dire, tu as accès à tout mon écosystème de ce qui est connecté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous créer un nouveau profil dans Chrome. Et ça, Cowork ne vous guide pas à le faire. Il faut créer un nouveau profil dans Chrome qui va être isolé du reste et ne pas connecter un profil Gmail dans Chrome.
et dire à Cowork, tu n'as seulement accès qu'à ce silo-là dans Chrome, accède pas au reste. Parce que le reste, je suis connecté en permanence sur des choses qui peuvent avoir un enjeu de sécurité. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois. C'est l'erreur que dans les premières minutes, je suis tombé dans le panneau et je me dis, mon Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Là. Il y a accès à toutes mes autres connexions. Là. Et là, en faisant une recherche, je me rends compte que oui, une des bonnes pratiques qui n'est pas encore bien divulguée parce qu'on est dans une zone qu'on découvre toutes au jour le jour, à la minute près, eh bien, ça, c'est pas encore assez bien guidé de la part d'Entropic de dire, fais attention, voici ce à quoi Cowork a accès. Et après ça, deuxième bonne pratique, c'est quand vous donnez accès à un dossier, assurez-vous que c'est tous des dossiers séparés. Super important que ce n'est pas des dossiers que vous donnez accès à la racine de votre disque dur ou à un dossier que dans tous les projets, il y a accès parce qu'il va se ramasser un jour ou l'autre un peu d'informations confidentielles là-dedans. Vous voulez vraiment les compartimenter en différents silos. Si jamais vous voulez le skill que j'ai développé à l'aide d'Entropic, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir de le partager pour vous. Et si vous avez testé Cowork de votre côté, on est tous en mode découverte présentement. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous avez fait, ce que vous avez testé. Et si ça vous intéresse, peut-être une formation là-dessus, on réfléchit activement chez OpenMind, à former notre staff ici à l'interne là-dessus au prochain niveau. Donc, on va probablement faire une formation pour nous, pour l'interne. Mais peut-être qu'on va l'ouvrir pour l'externe. Donc, si jamais ça vous intéresse, je serais curieux. Écrivez-moi sur LinkedIn, Jonathan Léveillé directement, juste pour voir l'intérêt que vous auriez peut-être là-dessus pour une petite formation, là, étape par étape, comment prendre en main Cowork et comment surtout être vigilant au niveau sécurité, quelles sont les bonnes pratiques par rapport à ça. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement longs. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leurs services, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Un des points qui est vraiment aussi intéressant, et je pense que je vais inviter les gens à également faire attention ici. J'en ai parlé un petit peu sur LinkedIn. Je pense qu'en ce moment, on doit tous être très intéressés par l'intelligence artificielle. On doit également faire attention à ses limites. OK? Je vais donner un cas pratique qui se présente en ce moment dans ma catégorie. Tu es sûrement au courant de ça, Jonathan, la capacité des intelligences artificielles à utiliser des technologies MCP. Essentiellement, d'aller se connecter directement à l'API. On va prendre l'API de Facebook, l'API de Google. Je parle vraiment dans ma catégorie au niveau publicitaire, mais bref, vous comprenez un petit peu l'idée. Il est capable d'aller se connecter, être capable d'arranger du data, vous faire des rapports, etc. Un des points qui est important de comprendre ici, c'est que souvent, ces API, ils ont un niveau d'acceptation. Il faut aller chercher une certaine accréditation même pour bien les utiliser, pour pas qu'elles se fassent interroger continuellement comme si c'était n'importe qui venait les interroger. Et ça, je veux juste le mettre ça très clair. Les gens qui utilisent Claude en ce moment, sans avoir bâti un petit peu cette accréditation via un logiciel, via des discussions avec les intervenants chez Meta ou chez Google quand on veut utiliser leur API, vous pouvez littéralement vous mettre, pardonnez-moi le terme, dans la merde. Ces API-là ne sont pas tellement heureuses quand elles se font interroger 58 fois par jour par un inconnu qui essaie de l'interroger via Claude. Donc, qu'est-ce que j'ai pu voir beaucoup dans le volet publicitaire récemment? C'est que des gens se faisaient fermer leur compte de publicité à tout jamais banni. Parce qu'ils venaient utiliser la technologie, bien entendu, de Claude. On connaît que le MCP, on essaie de créer ce que j'appelle un petit peu une application Frankenstein pour bâtir quelque chose d'intéressant à la fin de la journée. Faites attention à ça. Ce n'est pas parce que c'est possible de le faire que les grands joueurs de ce monde sont très heureux de vous donner accès à leur API puis de se la faire interroger 250 fois par jour. Je pense que
si vous êtes un entrepreneur, un dirigeant, un professionnel dans une entreprise en ce moment, autant que c'est bien navigué dans ces clouds et ces applications-là, moi, je suis beaucoup plus de l'école en ce moment. Allez acheter des applications. Il y a des applications totalement exceptionnelles qui se créent présentement sur le marché, des SaaS, des logiciels qui viennent utiliser, bien entendu, 9 fois sur 10 la technologie de cloud pour bâtir par la suite un réel logiciel autour vraiment de l'intelligence artificielle de cloud. Ces applications-là ont fait le travail d'être accréditées au niveau des API, ne vont pas nécessairement se faire taper sur les doigts s'ils viennent interroger les API 56 fois par jour. Bref, ils bâtissent également le layer de sécurité qui ne sera pas préconstruit si vous utilisez l'application vous-même. Donc, faites attention parce que des applications Frankenstein, des applications de bricolage, des fois, ça peut dérailler. Puis ça peut dérailler assez vite, surtout quand l'organisation est plus élevée et plus grande et qu'on essaie d'intégrer ça à l'intérieur de l'entreprise. Donc, mais je pense qu'il y a une autre approche. Et l'autre approche, c'est de venir et d'accepter intentionnellement dans les prochains mois d'augmenter votre budget logiciel pour des outils d'intelligence artificielle, de donner entre parenthèses carte blanche à votre staff, de dire testez-le. Et moi, c'est ce que je fais. Il y a carte blanche pour venir tester les outils, mais à chaque 30 jours, tout le monde ensemble, on revoit à savoir si oui, l'outil a fait un avancement ou si non, l'outil n'a pas fait d'avancement pour ne pas se retrouver, comme ça nous est tous déjà arrivé, de payer pendant 8 mois de temps une application qu'on n'utilise pas. Soyons honnêtes. Mais allez, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est une meilleure approche. Allez acheter, allez tester ces applications-là qui ont été construites autour de la même technologie que Jonathan parle depuis tout à l'heure. Vous allez voir à quel point ils sont rendus plus fonctionnels que ce qu'ils étaient capables de faire il y a 6 mois de ça. C'est assez exceptionnel. Tous ces logiciels-là, en ce moment, vont gagner un premium en valorisation simplement parce qu'il y a un modèle qui a été capable de passer à un autre niveau. Et ça, je trouve que ça améliore et ça va plus vite parce que c'est pas tout le monde qui ont les capacités techniques, les capacités de curiosité dans leur organisation à bâtir des micro-apps à l'interne. Et je pense que c'est l'erreur que beaucoup de gens tombent. C'est qu'on pense qu'on est capable de tout faire avec l'autre. Théoriquement, oui, mais ça peut créer beaucoup de failles et avoir un compte de publicité qui est banni, avoir des problèmes de cybersécurité. On n'est pas plus avancé avec son entreprise. Et je pense qu'on va tomber dans le Far West des enjeux de cybersécurité dans les entreprises. On est dedans présentement, puis pour 2 raisons. Là, il y a un paquet de gens qui vont commencer à développer des choses à l'interne sans connaître les règles de sécurité et comment faire attention. Tu parles justement des MCP. Moi, je dis souvent la MCP, là, c'est simplement un mot fancy pour que 2 agents se parlent ensemble pour connaître comment utiliser un pont de données. Là. C'est vraiment comment accéder à un système. Et souvent, ces ponts de données-là, c'est tout ou rien au niveau des accès. Tu as accès à tout faire partout ou rien du tout. Donc, si vous connectez quelque chose sur votre ordinateur à votre CRM, ça se peut que l'IA décide de tout déliter ce qui est dans le CRM, mais il n'y a souvent pas de backup. Puis où la compagnie va vous charger très cher pour aller rechercher le backup parce que ça ne fait pas partie des services réguliers qu'ils font. Donc, il y a autant l'aspect les gens vont créer beaucoup de choses sans connaître comment bien développer ça. Fait que ça va être à faire attention. Mais il y a l'autre aspect, Antoine, qui est en train d'arriver, et c'est ce que j'ai vécu il y a une semaine. Anthropic est rendu très, 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 très fort pour analyser des failles de sécurité dans du code. Il existe des centaines, voire des millions de logiciels qui sont open source, que le code source est disponible en ligne. Je suis rendu sous Mac. J'ai testé il y a 2 semaines un nouveau logiciel que je voulais installer pour contrôler mieux mon éclairage sur mes différents écrans. Je vais chercher un logiciel open source, le code est disponible en ligne. Et là, je me dis, à quel point ce logiciel-là est sécuritaire? Tout le monde en ligne dit qu'il est sécuritaire. Je demande à Claude de faire une recherche dans le dépôt de code source, puis je dis, sors-moi les vulnérabilités que tu vois dans le code source. Il me sort 3 failles majeures puis une faille critique. Et là, c'est un logiciel que beaucoup, voire des centaines de milliers de personnes utilisent. Et personne n'avait découvert ces failles de sécurité-là. Probablement plein d'humains avaient essayé de le faire, n'avaient pas réussi. Mais en une fraction de seconde, je suis capable de découvrir des vulnérabilités très fortes. Et là, on se retrouve avec plein de ces logiciels-là sur nos ordinateurs, que quelqu'un qui est brillant dans son salon, qui a 9 ans, qui a du temps à perdre, pourrait attaquer à ce moment-là les ordinateurs. Donc, il y a un paquet de failles qui dorment dans nos systèmes, qui n'ont pas été découvertes dans les dernières années, qui vont être découvertes comme ça dans les prochaines journées, prochaines semaines. Et là, ça va devenir vraiment problématique pour les organisations. Donc, il y a autant des failles à l'externe que les gens vont créer des failles à l'interne. Donc, ça va être vraiment, vraiment important d'être vigilant devant nous autres, d'avoir des bonnes politiques au niveau de sécurité et d'éduquer surtout son staff par rapport à ça. Donc, on va vivre, je pense, une vague devant nous autres qu'on n'aura jamais vue dans le passé. Là. Parce que c'est ça la différence. C'est pas à cause que c'est plus facile à créer qu'ultimement, ça va être plus périn ou plus solide. C'est-à-dire qu'il y a tellement de nuances qui s'intègrent en ce moment dans un paquet de choses. Et moi, je vous invite quand même à faire attention parce que
C'est important de tester, mais je l'ai vu, moi, des gens proches de moi qui se font bannir leur compte de publicité, qui devenaient leur actif numérique numéro un, qui ne peuvent plus investir en peu parce qu'ils ont voulu manœuvrer à droite à gauche avec Claude. On ne se retrouve pas dans une position qui est intelligente là, de cette manière-là. Donc, je pense que c'est important de faire ses recherches, tester des choses, faites simplement attention. C'est une des raisons pourquoi il y a encore des gens qui bâtissent des logiciels. Et tu vois, le paradoxe, Jonathan, c'est tellement spécial. Tout le monde dit SaaS is dead. Les logiciels SaaS sont morts. Mon budget SaaS n'a jamais été autant élevé. A jamais autant élevé. J'ai davantage l'impression en ce moment qu'on va vivre un moment où est-ce qu'on va consommer du logiciel plus qu'on l'a jamais consommé. On va acheter des applications comme on n'a jamais acheté des applications parce qu'il y a vraiment des applications qui sont très intéressantes qu'on appelle un peu en anglais last mile, qui font le dernier mille, qui te permet juste en un clic d'aller faire littéralement l'action que tu veux au lieu de bricoler à l'intérieur d'une IA, on peut le dire ainsi. Moi, mon budget n'a jamais été autant élevé, je dirais, là-dedans. Et je pense que c'est ce qui est en train de se dérouler pour beaucoup de gens. Donc, il y a des logiciels d'antan qui sont peut-être moins intéressants, mais il y a vraiment des applications exceptionnelles qui sont sur le marché présentement. Ce qui est intéressant, puis je rebondis là-dessus, Antoine, c'est tout le monde va utiliser plus de logiciels devant nous parce qu'avant, ça coûtait trop cher d'en développer pour certains cas d'utilisation. Et le fait qu'on est outillé maintenant pour développer plus vite à plus faible coût, il va y avoir autant une explosion de logiciels déjà construits qui vont arriver au marché en plus grande vélocité avec justement des last mile effects, là, vraiment se focusser sur une chose en particulier puis meilleur que n'importe qui d'autre dans le monde, qu'il va y avoir autant beaucoup de choses qui vont être faites en 100% sur mesure, puis il va y avoir beaucoup d'hybrides qui vont arriver dans le milieu. Ah oui. Donc, je pense que ces trois sphères-là sont en train d'exploser simplement parce que ce qui coûtait cher avant, c'était écrire des lignes de code. Et là, on commence à diminuer le temps requis au niveau humain. Ça se transfère ailleurs. Là. Il y a d'autres bottlenecks dans le processus. Mais l'aspect de ça coûtait très cher de développer des lignes de code, ça commence à être un peu moins vrai à travers le temps. Du moins, ça devient de moins en moins dispendieux pour le même nombre de lignes de code. Et ça va juste exploser dans les trois sphères. Le logiciel préfet, le logiciel 100% sur mesure et l'hybride du milieu. Et on va vivre, je pense, une accélération de disponibilité de logiciels dans nos organisations. Fait que j'embarque dans ta théorie, Antoine. On va pouvoir le suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Attachez votre sucre. 2023, c'était cute. 2024, ça s'est accéléré. 2025, c'est devenu sérieux. 2026, inarrêtable. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va être d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il va y avoir des applications totalement exceptionnelles. Jonathan, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.